Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Visite des députés membres de la Commission de la recherche de la science, la technologie et l'environnement de l'Assemblée nationale en zone industrielle de Yopougon. Elle intervient après la grogne de certains riverains sur des nuisances qui résulteraient des activités d'une cimenterie. Il s'agissait pour les membres de la Commission d'aller inspecter les lieux. Michel Digri. Trop tôt pour en dévoiler le contenu, mais le budget 2015 va refléter les grands chantiers et initiatives en vue du développement du pays. Confidence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan à sa sortie d'audience avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. C'est que, pendant les 45 minutes, durée de leur séance de travail, les chefs du Parlement et du gouvernement ont échangé sur ce projet de loi de finances. On va voir bientôt la session budgétaire. Le ministre du budget viendra ici avec ses différents collègues pour présenter le budget 2015. Mais il est important quand même que le président de l'Assemblée nationale en ait la primeur et voit un peu les grands axes donc de ce travail. Vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup d'innovations et que le pays continue de progresser. Bien sûr, nous avons parlé aussi donc, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, de manière à ce que nous puissions nous assurer que les choses peuvent aller de l'avant normalement. La session parlementaire, cadre de l'examen du budget 2015, sera la deuxième et dernière session ordinaire de l'année en cours. Elle va s'ouvrir ce mercredi 1er octobre. Vous venez de suivre plus tôt le reportage sur une rencontre entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. 1,9 milliard de francs CFA, c'est la somme que vient d'octroyer le groupe de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Cet appui du Fonds de partenariat pour le carbone forestier va permettre de soutenir le processus de préparation du pays au mécanisme international de réduction des émissions à gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts. La Banque mondiale a mené récemment une étude sur la compétitivité de l'industrie manufacturière de Côte d'Ivoire. Le rapport de cette étude a constitué le menu d'un atelier. C'était l'occasion pour les participants de réfléchir à des voies et moyens en vue de redynamiser l'industrie manufacturière dans le pays. Noël Niagnou. L'industrie manufacturière de Côte d'Ivoire, sa contribution aux exportations ivoiriennes a baissé 14% en 2000, 10% en 2012. Donc, baisse de 4 points. De plus, elle est très peu intensive en travail, à l'exception des secteurs de la production d'huile de palme, d'arachide, de coton et la transformation du bois et du poisson. Et comme si cela ne suffisait pas, cette industrie a des contraintes de compétitivité. Ces contraintes portent sur le transport, la disponibilité et le coût des terrains industriels, le coût de l'électricité, tout comme le coût de la qualité du facteur travail, sont inscrits sur le tableau des éléments plombants. Voilà les principales conclusions du rapport sur la compétitivité de l'industrie manufacturière de Côte d'Ivoire, rapport réalisé par la Banque mondiale. Mettre ces conclusions à la disposition des décideurs, opérateurs économiques, échanger sur ces contraintes relevées par le rapport. Un atelier a été initié avec comme finalité trouver des solutions à propos parce que 2020 n'est pas loin. Surtout que l'émergence, c'est une croissance durable, inclusive. Il s'agit en effet d'assurer le développement économique, social, culturel et durable du pays avec l'ensemble des secteurs contribuant à cet objectif. Mais cet objectif passe également par le développement d'un secteur industriel dynamique, diversifié et compétitif, capable d'accroître la part des produits manufacturés dans notre produit intérieur brut et les exportations. Des industries solides, renforcées et absolument compétitives constituent des outils pour la création de nombreux et décents emplois et offrent les conditions de développement, de progrès et de bien-être des populations. Au terme de la matinée de travail, autorités ministérielles au plus haut niveau, opérateurs économiques, partenaires au développement ont souligné la pertinence du rapport, indiqué les faiblesses et dégagé les pistes de solutions pour booster le secteur des industries manufacturières. Échange hier entre le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME,
des responsables de groupes de chauffeurs de mini-cars appelés GBACA et des représentants de la coordination nationale des gares routières. La rencontre visait surtout à lancer une invitation au calme. Je rappelle qu'avant-hier, un incident entre ces acteurs a fait un blessé. Le ministre Jean-Louis Billon a exprimé le soutien du gouvernement à la famille de ce blessé. Et toujours pour appeler au calme au lendemain de cet incident entre acteurs du transport, le directeur de cabinet du ministre des Transports a tenu hier un point presse. Il a demandé à tous les acteurs concernés de faire confiance au ministère des Transports qui met tout en œuvre pour établir l'ordre. Direction la Guinée où les victimes se souviennent du massacre du 28 septembre. Elles continuent de demander justice. Stade de Conakry, le 28 septembre 2009. L'opposition tient un meeting pacifique pour dénoncer la candidature du putschiste Dadis Camara à l'élection présidentielle. Subitement, les forces de l'ordre chargent avec violence sur des manifestants pris au piège. L'opération se solde par un véritable massacre. 157 morts, une centaine de disparus, 107 femmes violées. Le pays est traumatisé. 5 ans plus tard, les victimes réclament toujours justice. Notre demande essentielle, et les juges mènent les enquêtes pour savoir qui a fait quoi dans le dossier du 28 septembre 2009. Pour ce 5e anniversaire, les organisations des droits de l'homme, guinéennes et internationales, ont tenu à Conakry une conférence de presse pour dénoncer cette lenteur et cette impunité. Après 5 ans d'enquête, seuls quelques officiers sont inculpés, mais aucun procès et encore moins de coupables. Les ONG soulignent qu'une impulsion nouvelle a été donnée par le ministre de la Justice, mais il faut que ces engagements se concrétisent rapidement. Au Niger, les autorités ont annoncé l'achat d'un nouvel avion présidentiel. Il coûterait plusieurs millions d'euros. L'achat de cet appareil fait polémique dans le pays. Voici le Mont Greboun, le nouvel avion présidentiel du Niger. Il a coûté au budget national un peu plus de 20 milliards de francs CFA et va assurer les voyages officiels du président Issoufou. Comme tous les avions présidentiels, comme tous nos aéronefs, cet avion présidentiel sera géré au plan opérationnel et administratif par le ministère de la Défense nationale. L'achat de cet avion soulève des vagues au Niger. L'opposition estime qu'il ne vaut pas ce prix pour un appareil qui a déjà volé pendant 16 ans. Elle a porté plainte pour détournement de deniers publics. Nous avons mené nos investigations et nous sommes informés qu'à l'état neuf, cet avion-là ne coûte pas plus. À l'état neuf, je vous dis, sorti de l'usine, cet avion coûte 47 millions de dollars. Si vous faites la conversion, ça vous donne à peu près dans les 23 milliards 500 millions. À l'état neuf. Alors que cet avion aujourd'hui a 16 ans. Le débat sur l'achat d'un nouvel avion a déjà eu lieu au sein de l'Assemblée nationale. Revenir sur cet achat est une diversion, selon la majorité au pouvoir, qui estime que l'opposition veut détourner l'opinion d'une affaire de trafic de bébés impliquant plusieurs personnalités politiques. Ils ont tenté de façon maladroite à évaluer l'avion, mais ils n'ont aucune expertise. Le gouvernement a présenté la structure du prix de cet avion-là. Comment ça s'est passé? Le Mont Greboun est un business jet de 24 places avec lequel le président Issoufou a déjà effectué 3 voyages depuis son acquisition au début du mois. À Hong Kong, les populations demandent plus de justice. Elles ont manifesté hier dans les rues. Les autorités demandent l'arrêt de ces protestations. Dès le petit matin, le quartier d'affaires de Hong Kong est presque paralysé. Des dizaines de milliers de manifestants occupent toujours plusieurs points névralgiques de cette ville chinoise. Déterminés et non violents, ils veulent plus de démocratie et ils sont chaque jour plus nombreux. Tout me poussait à venir ici pour protéger Hong Kong, pour dire au gouvernement ce que nous voulons vraiment. Pas d'élections fictives. Nous avons besoin de vraies élections démocratiques. Je pense que la police va nous combattre. Mais nous ne combattons pas la police. Une démarche pacifique auquel la police a répondu par la violence la nuit dernière. Les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes. Les affrontements ont fait une quarantaine de blessés. Environ 80 étudiants ont été arrêtés.
Plus tôt dans le week-end, le mouvement de désobéissance civile Occupy Central s'était joint aux autres manifestants, donnant encore un peu plus d'ampleur à la mobilisation et plus d'audace à ses leaders. Vu l'impact de ces incidents, particulièrement l'utilisation des gaz lacrymogènes, je crois qu'il est temps de demander au gouvernement de démissionner. Peu de chances que cet appel soit entendu. Dimanche, le gouverneur de Hong Kong a réclamé la levée des blocages. J'exhorte les gens qui bloquent les routes à s'en aller calmement, aussi vite que possible, pour ne pas affecter le trafic et la vie quotidienne des habitants. J'appelle aussi les organisateurs du mouvement Occupy Central à stopper leur occupation pour le bien-être de tous. Lundi à la mi-journée, dans un geste d'apaisement, les autorités ont ordonné le retrait de la police anti-émeute. Néanmoins, les manifestants ont peur que la répression s'accentue. À Pékin, la presse officielle les qualifie déjà d'extrémistes politiques. Ashraf Ghani est depuis hier le nouveau président de l'Afghanistan. Il succède à Hamid Karzai. Au cours de sa cérémonie de prestation lundi, il a appelé les talibans à la paix avec le président Karzai. L'accession d'Ashraf Ghani à la présidence devrait mettre fin à 3 mois de crise en Afghanistan. L'Afghanistan a depuis lundi un nouveau président. Depuis la chute des talibans, il y a 13 ans. La passation de pouvoir met fin à 3 mois de crise politique provoquée par une élection entachée de fraude. Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah, qui revendiquaient tous deux la victoire, ont fini par se mettre d'accord sur un partage du pouvoir. La présidence du pays revient à Ashraf Ghani, soutenu par la population pachtoune majoritaire. Son rival, issu des Tadjiks du Nord, fera office de Premier ministre. Un gouvernement d'union nationale très fragile, mais qui soulève un certain espoir dans la population. C'est une grande fierté d'assister à un transfert démocratique du pouvoir d'un président à l'autre. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Je demande au nouveau président de travailler durement pour nous apporter la paix et la sécurité. Mais les talibans, eux, ne désarment pas. Leur dernière offensive dans le sud du pays a fait une centaine de morts ces dernières semaines et plusieurs bombes ont explosé ce week-end près de l'aéroport et du palais présidentiel. Les talibans sont de mieux en mieux équipés et ils ont de nouvelles recrues. C'est un problème majeur que le nouveau président devra régler. Le président Ashraf Ghani a déclaré vouloir négocier une paix avec les talibans. Mais ces derniers exigent toujours en préalable le départ de tous les soldats occidentaux. L'OTAN a bien prévu le retrait de 28 000 soldats avant la fin de cette année. Mais 12 000 militaires américains resteraient dans le pays afin de poursuivre la formation des policiers et des militaires afghans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur le site www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.